Tu sais ce qui m'a détruit ce jour-là, ce sont ces mots exacts. Papa, nous sommes déjà mariés. Voilà ce que mon propre fils m'a lancé droit dans les yeux dans ma propre cuisine à Lyon un jeudi matin à 9h23. Je venais juste de sortir le café de la cafetière, le bruit, encore sur le parfum qui se mélangeait à l'odeur du pain grillé. Et lui, il me dit ça, papa, nous sommes déjà mariés sans prévenir, sans invitation, sans musique, sans famille, sans respect. Moi, je suis resté à la tasse. Tremblant dans ma main gauche, mes yeux cherchaient une explication et mon cœur battait comme quand j'avais 20 ans et que j'avais raté mon premier examen à l'université de Grenoble. Mais là, ce n'était pas un examen, c'était ma vie de père qui s'écroulait en 15 secondes, je te jure, 15 secondes, pas plus, et tout ce que j'avais construit s'est effondré. Et je repensais à tout ce que j'avais fait pour lui, 32 ans de sacrifice, de travail, de nuit sans sommeil à l'usine Renault de Boulogne-Billancourt, à économiser chaque centime, à lui acheter son premier vélo en 1998 couleur rouge vif avec les petites roues que j'avais vissées moi-même. Je l'avais accompagné au match de football à l'école Saint-Exupéry les dimanches à 8 heures du matin même sous la pluie battante. J'étais là et maintenant après. Toutes ces années, il m'annonce comme si de rien n'était. Papa, nous sommes déjà mariés, comme si j'étais un étranger, comme si je n'avais jamais existé. Et tu sais ce qui m'a le plus brisé, c'est que j'avais toujours rêvé de ce jour. Je m'étais imaginé entrer dans l'église de la rue Victor Hugo à Dijon vêtu de mon vieux costume bleu marine, celui que j'avais gardé exprès pour son mariage. Je m'étais vu tenir son bras avant qu'il avance vers l'autel, entendre la musique de Charles Aznavour retentir dans les enceintes et voir mes amis de jeunesse sourire en me disant « Félicitations, monsieur votre fils se marie et oh ». Lieu de ça, rien, pas une lettre, pas un appel, pas un SMS, seulement cette phrase cruelle « Papa, nous sommes déjà mariés ». J'ai posé la tasse, j'ai senti la chaleur brûler ma paume, je n'entendais plus rien autour, juste les battements sous mon cœur et la voix de ma femme dans le salon qui disait « Jean, tu viens, le café refroidi » et moi j'étais figé comme une statue, incapable de répondre, incapable de bouger parce que comment réagir quand ton propre enfant, celui que tu as porté dans tes bras à 2,9 kg, celui que tu as emmené à l'hôpital de Marseille quand il avait la fièvre à 3 ans te dit simplement que le plus grand moment de sa vie, il a vécu sans toi. Et je me suis souvenu des étés à la plage de Nice en 1976, quand la musique des années 70 passait à la radio Françoise Hardy, Joe Dassin, et que je portais mon fils sur mes épaules en riant. Je me suis souvenu de ses premiers pas dans la cour de notre maison à Lyon, du bruit de ses chaussures en plastique bleu, tapant sur le sol. Je me suis souvenu de sa voix, quand il disait « Papa, raconte encore une histoire avant de dormir » et maintenant cette même voix me transperçait avec « Papa, nous sommes déjà mariés ». Si toi aussi tu as déjà vécu une trahison qui t'a arraché le cœur, si quelqu'un de ta famille t'a tourné le dos au moment où tu attendais le plus de respect, alors dis-le-moi dans les commentaires. Je veux savoir si je suis seul dans cette douleur ou si d'autres ont connu ce même sentiment, parce que crois-moi, ce que tu vas entendre ensuite, tu n'es pas prêt, parce que dans moins de 15 minutes, ce qui va se passer va tout changer, absolument tout. Quand je pense à tout ce que j'ai donné pour mon fils, je sens une boule dans ma gorge qui ne veut pas disparaître, parce que ce n'est pas seulement une question de mariage, non, c'est une question de 32 années entières de ma vie, 32 hivers, 32. J'étais à mettre de côté mes propres rêves pour lui, et je me souviens encore du premier jour où je l'ai tenu dans mes bras. C'était le 14 mai 1991 à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon. Il pesait exactement 2,9 kg, il avait une petite couverture blanche avec des motifs bleus, et quand j'ai senti son odeur de nouveau-né, j'ai juré de consacrer tout ce que j'avais pour qu'il ne manque jamais de rien. À cette époque, je travaillais déjà à l'usine Renault de Boulogne-Billancourt. Je faisais des quarts de nuit de 22h à 6h du matin et parfois je rentrais si fatigué que mes yeux se fermaient à table. Mais je me levais quand même à 7h pour préparer son biberon et donner un peu de répit à ma femme. Je gagnais à peine 1250 francs par mois au début, puis 8400 francs en 1995 et je mettais toujours de côté au moins 200 francs chaque mois dans un petit livret bleu juste pour lui, pour ses études, pour son avenir. Il y a eu des moments où j'ai dû dire non à moi-même pour dire oui à lui. Par exemple, en 1998, mes collègues m'avaient proposé un voyage en Corse. Ça coûtait exactement 3200 francs, mais j'ai refusé parce que je voulais acheter ce fameux vélo rouge à mon fils, celui qu'il m'avait réclamé pendant 6 mois. Et quand je l'ai vu rouler dans la rue de notre quartier à la Croix-Rousse avec son sourire qui brillait plus fort que le soleil du mois de juin, j'ai su que j'avais fait le bon choix. Je me souviens aussi de l'année 2003, quand il voulait absolument faire du piano. Les cours coûtaient 45 € par séance à l'école de musique de la rue Garibaldi à Lyon, et moi je ne gagnais que 1200 € par mois à l'époque, mais j'ai accepté. Je me suis même arrangé avec le professeur monsieur Dupont pour payer en 2 fois, parce que je croyais que chaque talent de mon fils devait être encouragé. Je croyais que son avenir dépendait de ma capacité à me sacrifier. Et ce n'était pas seulement l'argent, c'était aussi mon temps, mon énergie, mes rêves abandonnés. Combien de fois je suis rentré à la maison, les mains encore couvertes d'huile de moteur, les vêtements imprégnés d'odeur de fer chaud, et malgré la fatigue, je l'aidais à faire ses devoirs de mathématiques. Je restais parfois jusqu'à minuit pour répéter ses leçons de géographie ou d'histoire. Je lui racontais les batailles de Napoléon comme si j'y étais juste pour qu'il comprenne mieux, et lui je voyais ses yeux briller et je me disais voilà, tout ce que je fais vaut la peine.
Et puis il y a eu ses études supérieures en 2010 quand il a choisi d'aller à l'université de Bordeaux en droit et j'étais tellement fier mais aussi tellement inquiet parce que ça coûtait cher le logement à Bordeaux centre près de la place Péberlan coûtait 620 € par mois sans compter la nourriture, les livres, les transports. Alors j'ai pris un crédit de 15 000 € à la Banque Populaire. J'ai signé ce papier avec la main qui tremblait parce que je savais que je m'engageais pour 10 ans de remboursement mais je me suis dit c'est pour lui, c'est pour son futur. Et pourtant, malgré tous ces efforts, il y avait déjà des signes que quelque chose n'allait pas, des petits détails que j'ai voulu ignorer par amour, par naïveté, comme ce jour en 2015 où je lui ai demandé « Quand tu te marieras, tu veux quelle musique à l'église ?» Il avait esquivé en riant en disant « On verra papa, il est trop tôt » ou encore en 2018 quand il m'a présenté sa compagne à Paris dans un café du boulevard Saint-Germain et qui n'a jamais prononcé le mot mariage devant moi comme si c'était un sujet tabou, mais moi j'ai pensé qu'il voulait juste attendre le bon moment. Tu sais, quand on est parent, on ferme les yeux sur beaucoup de choses, on se dit, il m'aime sûrement, il me respecte sûrement, il me fera confiance le moment venu, mais aujourd'hui, je comprends que fermer les yeux, c'est parfois se condamner à souffrir parce que les signaux étaient là, et je ne voulais pas les voir, je préférais croire que le lien de sang, le lien d'amour allait tout protéger. Et toi, si tu étais à ma place, qu'aurais-tu fait? Aurais-tu insisté, aurais-tu posé plus de questions, ou aurais-tu comme moi continué à espérer? Dis-le-moi dans les commentaires, parce que ce que je vais te raconter ensuite va montrer à quel point ignorer les petits signes peut conduire à la plus grande humiliation de ta vie, et crois-moi, l'humiliation que j'ai vécue, tu n'es pas prêt à l'entendre. Tu crois toujours que le pire est derrière toi quand ton propre fils t'annonce qu'il s'est marié sans toi, tu crois que tu as déjà encaissé le coup le plus dur, mais non, ce n'était que le début parce que ce que j'ai vécu dans les jours qui ont suivi, c'était une escalade, une suite de petites humiliations qui ensemble formaient une montagne impossible à grimper. Le soir même, je me souviens, il était exactement 19h12, j'étais assis dans le salon, la télé diffusait les infos de France 2 et ma femme tricotait une écharpe rouge. Quand mon fils est revenu avec sa compagne, il s'est assis sans gêne sur le canapé, il a dit « Papa, maman, voici Claire, ma femme, tu entends ce mot comme une gifle » et il a dit avec un sourire, comme si c'était normal, comme si nous étions censés applaudir et moi j'ai senti mon ventre se tordre, je me suis levé. J'ai dit « Comment ça ta femme quand ça a eu lieu ?» et lui tranquillement comme si de rien n'était a répondu « On s'est marié à la mairie du 10e arrondissement de Paris samedi dernier à 11h45, c'était rapide, simple, et on n'a invité personne, voilà papa. » Ma femme a laissé tomber ses aiguilles, le bruit métallique a résonné sur le parquet, et elle a dit sans voix, « Mais pourquoi nous n'étions pas là? Pourquoi ?» Et Claire a pris la parole pour la première fois, elle a dit avec un sourire froid, « Vous savez, nous voulions quelque chose d'intime, sans pression familiale, sans tradition trop lourde, et cette phrase intime sans tradition a traversé mon cœur comme un couteau parce que moi j'avais porté toutes ces traditions sur mes épaules depuis des décennies, et là on me disait qu'elles ne valaient rien. » Et ça ne s'est pas arrêté là. 2 jours après, nous étions invités chez des voisins monsieur et madame Martin pour un dîner de quartier rue de la République à Lyon. Eh bien, la nouvelle avait déjà circulé avant même que nous arrivions. Tout le monde savait que notre fils était marié sans nous. Et quand j'ai franchi la porte du salon, j'ai entendu une voix chuchoter derrière moi. Incroyable, ils n'ont même pas été invités et une autre femme à 10 mois la plage aurait honté. J'ai senti mes joues devenir rouges comme si on m'avait collé une pancarte de père indésirable. Et mon fils lui riait avec ses amis, il disait « Oui, nous avons fait ça en toute simplicité, pas besoin de grandes cérémonies. » Et ses amis applaudissaient en disant « C'est moderne, c'est courageux. » Et moi, je me sentais petit, je me sentais vieux, dépassé, inutile. Je me rappelle même que M. Martin a sorti son téléphone et a montré une photo qu'il avait reçue sur WhatsApp, une photo du mariage de mon fils devant la mairie claire, portait une robe blanche simple sans voile, et mon fils un costume gris clair, derrière 3 amis souriaient et applaudissaient. Et moi, je n'étais pas là, et pourtant tous les voisins, eux, avaient vu la photo avant moi. Imagine, tu le père, le dernier informé, le dernier au courant. Chaque jour, une nouvelle humiliation venait s'ajouter à la précédente, comme cette fois où je suis allé acheter du pain à la boulangerie de la place Bellecour le samedi suivant. Il devait être 9h40 et la boulangère Madame Dubois m'a dit « Alors félicitations, votre fils est marié, bravo ». Et moi, je n'ai rien su répondre, je me suis contenté de sourire et d'acquiescer alors qu'à l'intérieur, je voulais hurler, je voulais dire, mais je n'étais pas invité, je n'étais même pas au courant. Et le pire peut-être, c'est que même à mon travail à l'atelier de mécanique, certains collègues en riaient. J'ai entendu Pierre, mon collègue depuis 15 ans, dire à un autre « Tu te rends compte, son fils s'est marié sans lui, quelle honte ?» Et moi je passais devant eux la tête basse comme si j'étais coupable alors que je n'avais rien fait, rien sinon aimé. J'ai tenté de parler calmement à mon fils, je l'ai pris à part un soir dans la cuisine, je lui ai dit « Écoute, je comprends que tu veuilles vivre ta vie, mais pourquoi m'avoir exclu, pourquoi me traiter comme un étranger ?» Et lui, il a croisé les bras, il m'a regardé droit dans les yeux. Il a dit avec un ton sec « Papa, tu dramatises trop, arrête avec tes traditions, ça ne me concerne pas, j'ai le droit de choisir ma vie, et toi respecte mon choix. » Et cette phrase « respecte mon choix » a résonné comme une gifle. De plus, et là j'ai senti la limite se rapprocher parce qu'une fois, 2 fois, tu peux encaisser, mais quand ton enfant répète son mépris devant témoins, quand les voisins, quand les collègues, quand même ta propre femme voit ta dignité piétiner, alors quelque chose en toi commence à bouillir. Mais moi j'étais encore dans le silence, j'essayais encore d'éviter l'explosion, j'essayais de garder la paix dans la maison, mais je savais qu'un jour une ligne allait être franchie, une ligne rouge, et à ce moment-là je ne pourrais plus me taire. Et toi, dis-moi dans les commentaires, qu'aurais-tu fait à ma place? Aurais-tu avalé encore et encore? Ou aurais-tu dit stop parce que crois-moi, la ligne a fini par être franchie et quand c'est arrivé, tout a basculé.
Il y a un soir précis que je n'oublierai jamais. Ce soir-là, j'ai compris que je ne pouvais plus continuer à courber la tête, que je devais dire stop parce qu'il y a une limite à tout et même un père qui aime plus que tout finit par se réveiller. C'était un dimanche soir, il était 20h32, le repas était terminé, ma femme avait préparé un gratin dauphinois qui embaumait toute la maison et nous étions à table, mon fils et Claire étaient venus dîner et je m'étais dit peut-être que ce serait l'occasion de parler calmement, de mettre les choses à plat, mais non, au contraire, c'est là que la goutte d'eau a fait déborder le vase. Mon fils parlait de leur vie à Paris, du nouvel appartement qu'ils avaient loué rue Oberkampf en 2 pièces au 4e étage pour 1400 € par mois. Il disait avec fierté que ce sont eux qui avaient tout organisé sans aide de personne et Claire ajoutait « Oui, nous n'avons pas eu besoin de l'avis de qui que ce soit, surtout pas de conseils vieux jeu » et j'ai senti le mot vieux jeu me transpercer comme un clou dans la poitrine parce que moi ce vieux jeu j'avais trimé. Des décennies. Pour leur offrir stabilité, confort, sécurité et maintenant j'étais réduit à une relique, à une décoration inutile. J'ai posé ma fourchette, j'ai regardé mon assiette et là j'ai senti une clarté soudaine comme si une lumière s'était allumée dans ma tête. J'ai entendu le tic-tac de l'horloge du salon chaque seconde plus forte que la précédente et j'ai su que c'était fini, que je ne pouvais plus encaisser davantage. J'ai levé les yeux, j'ai vu mon fils rire en racontant une anecdote à Claire sur un week-end à Bordeaux et j'ai compris qu'il ne voyait même plus la douleur qu'il infligeait. Il avait oublié que j'étais un homme, que j'étais celui qui s'était privé de vacances, de vêtements neufs de sortie pendant 30 ans pour qu'il puisse avoir tout ce dont il rêvait et là il riait comme si rien n'existait en dehors de lui. Et dans ce moment de silence intérieur, j'ai senti quelque chose se redresser en moi, un souffle que j'avais oublié, un souffle de dignité, un souffle de force cachée, et je me suis dit non, ça ne peut plus durer, je dois agir, mais pas dans la colère, non pas dans les cris, pas dans les insultes, parce que ça serait facile, non, j'ai décidé d'agir avec stratégie, avec patience, avec une préparation froide, comme un général avant une bataille. Je me suis souvenu des conseils de mon père en 1968 à Marseille. Il me disait toujours « Jean, ne laisse jamais personne piétiner, ton nom, ton honneur, c'est la seule chose qu'on ne peut pas te voler » et ces mots résonnaient comme un tambour dans ma tête. Alors ce soir-là, je n'ai rien dit, je me suis levé tranquillement, j'ai débarrassé mon assiette, j'ai remercié ma femme pour le repas, j'ai même souri légèrement et j'ai laissé croire que tout allait bien, mais à l'intérieur un plan commençait à se dessiner. Je savais que je détenais encore des cartes que personne ne soupçonnait, pas même mon fils. Parce que vois-tu, depuis des années, j'avais construit discrètement un petit patrimoine, des économies, des investissements, un appartement dans le centre de Lyon, acheté en 2007 pour 96 000 €, un compte épargne alimenté tous les mois, et même des relations avec des notaires et des avocats que j'avais connus à travers mon travail syndical à l'usine, et tout ça, je ne l'avais jamais vraiment montré. Je m'étais toujours présenté comme le père simple ouvrier, qui se sacrifie, mais en réalité, j'avais plus de pouvoir que ce qu'il croyait, et ce pouvoir je pouvais l'utiliser pour rappeler à mon fils et à sa femme que l'on ne piétine pas impunément celui qui vous a tout donné. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, j'ai tourné dans le lit, je regardais le plafond et j'entendais les souvenirs défiler comme un vieux film en noir et blanc, les Noëls des années 70 avec la neige sur les vitres des vacances à la montagne en 1982 quand nous chantions du Joe Dassin dans la voiture et au milieu de ces souvenirs un sentiment clair, une décision ferme, c'est assez, demain commence une nouvelle étape. Et tu sais, ce calme avant la tempête, ce silence glacé qui précède l'orage, c'était exactement ça. Je savais que la maison allait trembler, mais pas tout de suite, pas dans la précipitation. Non, il fallait attendre le bon moment, attendre que chaque pièce du puzzle soit en place, et ce moment approchait. Et toi, à ma place, qu'aurais-tu fait? Aurais-tu continué à encaisser pour garder la paix apparente? Ou aurais-tu comme moi commencé à préparer silencieusement une réponse, à préparer ta revanche, mais une revanche juste et mesurée? Dis-le-moi dans les commentaires, parce que crois-moi, ce que j'ai fait ensuite a renversé totalement la situation. Et quand mes voisins, mes amis et même ma propre famille ont vu la suite, ils n'en revenaient pas. Tu sais, il y a un moment où les masques tombent et où ceux qui croyaient d'avoir tout le pouvoir découvrent qu'ils n'étaient en réalité que des passagers assis à l'arrière. Et moi, ce moment, je l'ai vécu un mercredi matin exactement à 10h10, c'est à la mairie de Lyon 9e arrondissement. Tout a commencé quand j'ai reçu une lettre recommandée 2 semaines après ce fameux dîner, une lettre officielle signée du notaire, Maître Leblanc, installé rue de la Barre à Lyon. La lettre parlait d'une donation que je devais officialiser pour mon fils, une donation que j'avais promise il y a des années, une partie de l'appartement que j'avais acheté en 2007 d'une valeur estimée à 162 000 € à l'époque et qui aujourd'hui vaut plus de 230 000 €. Tu imagines la somme, et dans la lettre il était écrit noir sur blanc que mon fils voulait accélérer le processus pour financer des projets avec sa femme Claire. Et là, j'ai compris tout d'un coup, je n'étais plus qu'un vieil homme qu'on avait écarté du mariage, mais dont on voulait encore l'argent, l'appartement, l'héritage, et c'est à ce moment que j'ai souri, pas un sourire de joie, non un sourire froid, parce que je savais qu'enfin le moment de vérité approchait. Je me suis présenté au rendez-vous ce fameux mercredi, Maître Leblanc, mon fils Claire, et même 2 de leurs amis étaient là pour témoigner. Moi, j'étais assis en silence, je portais ma veste grise, celle que j'avais depuis 15 ans, mais que je gardais toujours propre et repassée, et mon fils a commencé à parler d'une voix assurée. Papa, il faudrait signer rapidement ce document pour transférer la moitié de ton appartement afin que nous puissions avoir un apport pour acheter à Paris. Et Claire ajouta: oui, ce serait un geste normal d'un père moderne qui soutient ses enfants.
J'ai pris le papier dans mes mains, je l'ai lu lentement chaque ligne, chaque chiffre, et puis je l'ai posé sur la table, et j'ai dit d'une voix calme, vous savez, je n'ai jamais été invité à votre mariage, je n'ai pas entendu votre vœu, je n'ai pas vu vos alliances, je n'ai pas marché avec mon fils à l'hôtel, vous m'avez humilié devant les voisins, devant mes collègues, devant tout le quartier, et maintenant vous voulez ma maison, mon argent, vous croyez que je vais accepter. Le silence est tombé dans la salle, on entendait seulement le tic-tac de l'horloge au mur, Maître Leblanc ajustait ses lunettes mal à l'aise claires, croisait les bras avec mépris, mais je n'avais pas fini, j'ai sorti un autre dossier de ma sacoche, un dossier que j'avais préparé depuis des jours. Dedans, il y avait tous les relevés bancaires, mes comptes, mes assurances vie, mes contrats d'investissement, des documents officiels, qui prouvaient que non seulement je n'étais pas un simple ouvrier sans ressources, mais que je disposais de plus de 420 000 euros placés dans différentes banques à Lyon et à Marseille. J'ai ouvert le dossier lentement, j'ai posé chaque feuille sur la table les unes après les autres et j'ai regardé mon fils dans les yeux et je lui ai dit ce que tu n'as jamais compris, c'est que je n'ai jamais été faible, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai économisé, j'ai investi et aujourd'hui j'ai de quoi assurer mon avenir sans dépendre de personne et crois-moi, je choisirai avec soin qui ira tout cela. Les yeux de Claire se sont écarquillés, elle ne s'attendait pas à ça, elle croyait que j'étais un vieil homme fatigué accroché à son usine et rien de plus. Mais non, j'étais bien plus que ça et les deux amis qui étaient venus en témoin se sont regardés, l'air choqués, l'un d'eux a même murmuré incroyable. Mon fils lui restait silencieux, il avait perdu sa superbe, son visage avait pâli, il jouait nerveusement avec son alliance, et moi j'ai senti un poids énorme s'envoler de mes épaules, j'étais enfin debout, j'étais enfin celui qui tenait les cartes. J'ai continué en disant, alors écoute-moi bien, je n'ai aucune obligation de te donner quoi que ce soit ni aujourd'hui ni demain, et tant que tu continueras à me traiter comme un fardeau, tu n'auras rien, pas un centime, pas une pierre, et sache que la loi est de mon côté, que j'ai déjà pris conseil auprès d'un avocat rue de la République, et que toutes mes dispositions sont parfaitement légales. Le silence après mes paroles était si lourd qu'on aurait entendu une mouche voler. Maître Leblanc a finalement toussé et dit « Monsieur a tout à fait le droit de refuser et c'est son choix. » Et là j'ai vu dans les yeux de mon fils une peur nouvelle, la peur de réaliser que le pouvoir venait de changer de main. Et toi, dis-moi dans les commentaires si tu as déjà vécu un moment où quelqu'un qui te croyait faible a découvert ton vrai pouvoir, parce que crois-moi, ce que tu vas voir ensuite, c'est la justice en direct et tu n'imagines pas ce que ça fait de voir l'arrogance s'effondrer devant tout le monde. Tu sais, il y a des instants rares dans la vie où tu vois l'équilibre se renverser sous tes yeux comme une balance qu'on avait tenue de travers pendant trop longtemps et qui d'un coup revient à sa place avec une force incroyable. Ce moment, je l'ai vécu juste après ce rendez-vous chez Maître Leblanc et crois-moi, la scène qui s'est déroulée restera gravée dans toutes les mémoires présentes. Parce qu'à peine avais-je refermé ma sacoche que Maître Leblanc a confirmé d'une voix posée « Monsieur Jean est dans son droit absolu, il n'y a aucune obligation légale de procéder à cette donation, et si vous insistez, cela pourrait même se retourner contre vous » et cette phrase a claqué comme un coup de tonnerre dans la salle. Claire a changé de couleur, son sourire arrogant s'est effacé et j'ai vu pour la première fois une lueur d'inquiétude dans ses yeux, elle qui se croyait déjà propriétaire de mon apartment. Mon fils lui avait baissé la tête, ses mains tremblaient, il répétait à voix basse « Mais papa, ce n'est pas ce que tu crois, ce n'est pas pour l'argent. » Et moi je l'ai coupé net, je lui ai dit assez, les mots ne servent plus à rien, ce sont tes actes qui parlent et tes actes m'ont humilié, m'ont effacé, m'ont réduit au silence devant tout le monde. Alors aujourd'hui c'est fini, je reprends ma voix, je reprends ma place et je décide. À ce moment-là, un bruit étrange est venu du couloir, quelqu'un filmait avec son téléphone, c'était l'un des témoins, un ami de Claire, qui croyait enregistrer une victoire et qui finalement captait leur défaite. Et moi je n'ai rien dit, je l'ai laissé filmer. Je savais que cette vidéo circulerait dans le quartier, peut-être même plus loin, et qu'elle montrerait la vérité, que les rôles s'étaient inversés. Et la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dès le lendemain à 8 heures du matin en allant chercher mon journal au kiosque de la place Bellecour. Le vendeur m'a dit « Alors, monsieur Jean, j'ai entendu dire que vous avez remis votre fils à sa place. Bravo, vous avez eu raison. » Et deux voisines qui attendaient derrière ont ajouté « On en parlait hier soir au café de la rue, merci. » Enfin, quelqu'un qui ose dire stop. Et là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti la chaleur de la justice, la vraie, la justice immédiate. Mon fils et Claire ont commencé à recevoir des regards lourds partout, ils allaient au marché de la Croix-Rousse, les commerçants leur lançaient des petites phrases ironiques « Alors vous n'avez pas invité vos parents, et vous vouliez quand même leur maison. » Et moi je n'avais rien à dire, les autres parlaient pour moi comme si la communauté entière devenait témoin et juge à la fois. Le plus marquant, c'est arrivé le dimanche suivant à la sortie de la messe à l'église Saint-Nizier. Il devait être 11h40, les cloches sonnaient, et en sortant, je suis tombé nez à nez avec M. Durand, un vieil ami de mon père, et m'a serré la main très fort, et a dit « Jean, ton père serait fier de toi et n'aurait jamais accepté une telle humiliation. » Et tout autour des fidèles écoutaient, certains applaudissaient même, et moi j'avais les larmes aux yeux parce que ce n'était pas seulement ma victoire, c'était une réparation pour toute une génération qui s'était sacrifiée en silence. Et tu sais ce qui m'a le plus marqué, c'est que même ma femme, qui juste là restait dans l'ombre, m'a pris la main ce soir-là à 21h30, quand nous étions assis dans le canapé, elle a serré mes doigts, et a dit « Jean, tu as eu du courage, tu nous as redonné notre dignité ». Cette phrase valait plus que tous les héritages, plus que tous les appartements, parce que c'était la reconnaissance de celle qui avait tout vu, tout supporté avec moi.
Claire a essayé de rattraper le coup, elle m'a téléphoné 2 jours plus tard à 17h57. Je m'en souviens comme si c'était hier. Elle disait « Monsieur Jean, pardonnez-nous, c'était une maladresse, nous n'avons pas voulu vous blesser. » Et moi, calmement, j'ai répondu « Il est trop tard, les actes sont faits, la confiance est brisée, et sachez que je protège désormais mes biens pour que seule la justice décide, et non vos caprices. » Et la croix, moi, la conséquence immédiate fut claire, plus personne n'osa me parler avec condescendance, plus personne ne me traita comme un vieil homme inutile, parce que tout le monde avait vu que j'avais tenu tête, que j'avais montré mon pouvoir, et que j'avais rendu coup pour coup sans colère, sans violence, seulement avec la force tranquille de celui qui a raison. Et toi, dis-moi dans les commentaires, ce que tu as déjà vu la roue tourner comme ça, ce que tu as déjà vu quelqu'un passer de la honte à la dignité en un instant, parce que ce que je vais te raconter maintenant, ce n'est plus seulement une conséquence, c'est une transformation profonde qui change la vie pour toujours. Tu sais, quand la poussière retombe, quand le regard cesse de brûler et que le silence revient dans la maison, il reste toujours cette question. Qu'est-ce que tout ça veut dire au fond? Qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que je peux transmettre? Parce que la vie n'est pas seulement faite de blessures, elle est faite de cicatrices. Et les cicatrices racontent quelque chose qui peut aider les autres. Et moi, après cette histoire avec mon fils et Claire, j'ai compris que le vrai héritage n'est pas une maison ni un compte en banque, c'est le respect, c'est la mémoire, c'est la voix que l'on ose enfin faire entendre. Pendant des semaines, je me suis réveillé chaque matin à 6h30 avec un sentiment étrange mélange de légèreté et de mélancolie. Je faisais mon café noir dans ma vieille cafetière italienne qui siffle toujours un peu et je regardais par la fenêtre le soleil se lever sur Lyon les toits rouges encore humides de la nuit et je pensais à mon fils, je ne voulais pas le perdre, je ne voulais pas couper les liens, mais je ne pouvais plus accepter qu'on me traite comme une figurine de musée à qui on ne demande rien mais à qui on prend tout. Alors un soir de novembre, il devait être 19h15, je lui écris une lettre 3 pages remplie à la main avec mon stylo plume, celui que j'ai depuis 1978. Quand j'ai commencé à travailler à la poste, j'ai écrit sans colère, j'ai écrit avec mon cœur, je lui ai dit « Mon fils, je t'aime, mais l'amour n'est pas obéissance, l'amour ce n'est pas se taire, pendant que l'autre décide l'amour, c'est partager, c'est écouter, c'est inclure, et si tu veux que notre lien survive, tu dois comprendre cela. » Et j'ai déposé la lettre dans sa boîte aux lettres rue Sainte-Catherine. Je ne sais pas s'il a pleuré, je ne sais pas s'il a lu 10 fois ou une seule, mais je sais que 3 jours plus tard, à 14h22, mon téléphone a sonné et c'était lui sa voix tremblée. Il disait « Papa, je comprends, enfin j'ai honte, je veux qu'on recommence à zéro » et cette phrase m'a percé le cœur parce qu'elle prouvait que parfois même les humiliations les plus cruelles peuvent devenir des leçons. Et là, j'ai pensé à vous, à tous ceux qui écoutaient cette histoire devant vos écrans, peut-être assis dans votre salon avec votre tasse de thé, peut-être seul, dans votre cuisine avec un vieux poste de radio en bruit. De fond, je veux que vous reteniez ceci. Il n'est jamais trop tard pour dire non, il n'est jamais trop tard pour défendre votre dignité. Même si vous avez 60 ans, 70 ans, 80 ans, vous avez une voix et cette voix peut changer votre vie. Dans les années 70, on chantait dans les bals populaires sur Joe Dassin ou Michel Sardou, on dansait serré, on riait fort, on croyait que la jeunesse durait toujours et aujourd'hui, même si nos cheveux sont gris, même si nos genoux craquent un peu, nous avons encore cette énergie là au fond de nous, cette flamme qui peut surprendre les autres et leur rappeler que nous sommes encore là. Alors je te demande à toi qui regarde, partage cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de retrouver sa force, marque, un ami, une cousine, un voisin qui se sent effacé, et dis-lui écoute ce récit, il va te rappeler que tu comptes parce que c'est ça la vérité, nous comptons encore. Et si tu veux que cette voix continue de résonner, abonne-toi, active la cloche, laisse ton commentaire, raconte-moi ton expérience parce que chaque témoignage, chaque mot posé en bas de cette vidéo devient une pierre de plus dans cette grande maison de mémoire que nous construisons ensemble et crois-moi, elle vaut plus que n'importe quel appartement rue de la République. Ce que je retiens aujourd'hui, c'est que l'injustice peut être un tremplin, la honte peut se transformer en fierté et que même les blessures les plus profondes peuvent donner naissance à une nouvelle force. Alors n'aie pas peur de dire stop, n'aie pas peur de relever la tête, même si tu trembles parce qu'au moment où tu le feras, tu verras comme moi que le monde autour de toi changera en temps réel. Et je veux finir sur une phrase simple, mais qui dit tout, la dignité n'a pas d'âge, la dignité c'est notre vrai héritage.